On va se pencher sur une question terrible. Comment une idéologie de la haine, qui a grandi sur Internet, a pu conduire à un massacre dans un supermarché de Buffalo? Pour le comprendre, on va décortiquer les faits et les idées qui ont armé le tireur. Alors, on est le 14 mai 2022, un samedi qui aurait dû être tout à fait ordinaire dans la ville de Buffalo, dans l'État de New York. Mais cette date et ce lieu vont rester gravés comme le symbole d'une tragédie, une tragédie nourrie par la haine en ligne. Avant de plonger dans la mécanique de cette haine, il faut garder une chose en tête. Ce qu'elle cherche à détruire, c'est notre humanité. Ces quelques mots prononcés par un proche d'une victime nous rappellent cette vérité toute simple, mais absolument essentielle. Commençons par le commencement, la terreur à Buffalo. Pour bien saisir l'ampleur du drame, il faut revenir aux faits bruts, juste les faits, tels qu'ils ont été documentés. Le résumé est factuel et il fait froid dans le dos. On a un jeune homme de 18 ans, lourdement armé, qui choisit délibérément sa cible, la communauté afro-américaine. Le bilan est terrible, 10 morts, 3 blessés. Les autorités ont tout de suite mis les mots justes sur cet acte, c'est du terrorisme intérieur, motivé par le racisme. Et bien sûr, derrière les chiffres, il y a des visages, des vies, des familles anéanties. Prenons juste un instant pour honorer la mémoire de ces 10 personnes. Leurs noms, leurs âges, tout ça nous rappelle la diversité des vies qui ont été fauchées ce jour-là. Mais attention, cet acte n'est pas le fruit du hasard ou d'un coup de folie, non. Il est le produit d'une idéologie bien précise. On va maintenant plonger dans les motivations du tireur pour comprendre d'où venait cette haine. Et pour comprendre, il suffit de lire ce qu'il a lui-même écrit. Dans un manifeste de 180 pages, il se définit sans aucune ambiguïté comme un suprémaciste blanc et un fasciste. Il n'y a aucune place au doute sur ses motivations. Et au cœur de ce long texte, il y a une idée qui revient en boucle, une véritable obsession. Comme le souligne cette analyse, il mentionne la théorie du grand remplacement une douzaine de fois. C'est ça le moteur de son crime. Alors c'est quoi exactement cette fameuse théorie du grand remplacement? D'où est-ce qu'elle sort et que dit-elle vraiment? C'est ce qu'on va voir tout de suite. En résumé, c'est une théorie du complot qui vient de l'extrême droite. L'idée de base, c'est qu'il existerait des élites qui organiseraient en secret le remplacement des populations blanches et européennes par des peuples non européens. Le terme, lui, a été popularisé par l'écrivain français Renaud Camus. Ce qui est intéressant, c'est que si l'expression est assez récente, l'idée, elle, ne l'est pas du tout. En fait, elle a de vieilles racines. Ça remonte aux peurs nationalistes de la fin du 19e siècle. Ça a été développé dans les milieux néo-nazis avec le concept de génocide blanc. Et en 2010, ça a juste été repackagé sous un nouveau nom. Ce qui nous amène à une question absolument cruciale. Comment une théorie aussi marginale à l'origine peut-elle devenir le moteur d'une violence aussi réelle et extrême? La réponse, en grande partie, se trouve dans notre écosystème médiatique actuel. Alors, comment une idée se transforme-t-elle en arme? Comment est-ce qu'elle se diffuse au point de pousser quelqu'un à commettre l'irréparable? Le tireur n'a pas seulement tué des gens, il a mis son crime en scène. En le diffusant en direct sur la plateforme Twitch, il voulait en faire une sorte de spectacle viral. Et même si la vidéo était supprimée très vite, en moins de 2 minutes, le mal était fait. Elle était copiée, repartagée, exactement comme lors de l'attentat de Christchurch. Et là, on observe un phénomène intéressant. Quand une grosse plateforme comme Twitch durcit ses règles de modération, d'autres plateformes émergent. Des discussions en ligne montrent que Kik, par exemple, est vu comme une alternative avec des règles beaucoup plus souples. Du coup, ça peut devenir un refuge pour ceux qui ont été bannis ailleurs pour leur contenu extrémiste. C'est un vrai jeu du chat et de la souris. Et c'est comme ça qu'une idée passe des forums marginaux au grand public. Cette citation, par exemple, elle vient d'une émission de télé très regardée. Elle n'utilise pas les mots « grand remplacement », mais la logique est exactement la même. Sauf que là, c'est présenté comme une analyse politique. C'est ce qu'on appelle la normalisation d'idées haineuses. Et cette normalisation, elle a des conséquences bien réelles. Regardez ce chiffre. 1/3. 1/3 des Américains. C'est la proportion de gens qui, d'après un sondage, pensent qu'une forme de cette théorie est en train de se produire. Ce chiffre nous montre une chose. On n'est plus du tout face à une idée marginale. C'est une croyance qui est maintenant ancrée chez une part significative de la population. Revenons maintenant à Buffalo, parce que derrière les théories, derrière la politique, il y a le coût humain. Après le crime, vient le temps de la justice et des conséquences. La justice a donc suivi son cours en 2 temps. D'abord, au niveau de l'État de New York, la sentence est tombée. C'est la prison à vie, sans aucune possibilité de libération. Ensuite, au niveau fédéral, une autre procédure est en cours pour crime de haine. Et là, le ministère de la Justice a indiqué qu'il demanderait la peine de mort. Le coût humain de cette idéologie est tout simplement incalculable. Rien ne peut le décrire. Mais les mots d'un enfant, d'une des victimes, lors du procès, nous donnent un aperçu de la brutalité et de la douleur infligée.
La réponse finale de la justice a été prononcée par la juge. Ces mots sont sans appel. Ils scellent le destin du coupable en affirmant que ses actes l'ont définitivement banni de la société qu'il a voulu terroriser. Ce qui nous laisse avec cette question, pour finir. Parce que l'histoire de Buffalo, ce n'est pas seulement l'histoire d'un tireur isolé. C'est celle d'une idéologie qui a trouvé des mégaphones incroyablement puissants pour se répandre. La question de la responsabilité de cet écho, notre responsabilité collective, elle reste entière.